Ce mercredi 29 décembre, nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est vraiment maintenant que tout se joue. Depuis sa naissance, TV Liberté a opté pour un modèle économique vertueux, le don. TV Liberté ne dépend pas des annonceurs, de la publicité, des banques, des partis, des oligarques. TV Liberté peut afficher fièrement son indépendance et son label 100% alternatif. Grâce aux donateurs, TV Liberté s'est développée, s'est professionnalisée, a amplifié son influence et massivement son audience. C'est grâce aux donateurs que nous pourrons donc poursuivre en 2022 ou pas. De votre mobilisation dépend donc clairement l'avenir de votre chaîne. Alors, je vous lance ce dernier appel avec la plus grande force. Donnez pour faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. C'est vraiment maintenant que tout se joue. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bonjour chers amis téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur cette nouvelle émission Synthèse. Cette émission Synthèse qui va être divisée, comme vous avez pu le constater d'ailleurs lors de la précédente, en deux parties. Nous avons aujourd'hui deux invités parce que tout le monde, on a tellement de gens qu'on a envie d'inviter qu'on a été obligé de réduire un petit peu les laps de temps pour les uns et pour les autres. C'est bien que maintenant, au lieu de recevoir un invité, on en reçoit deux. Ceux d'autant plus. Deux pour le prix d'un. Deux pour le prix d'un. Ceux d'autant plus. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Vous avez passé. Bonjour Georges. Ça va, tout va bien Philippe? Très bien. L'hiver n'est pas trop insupportable. Ça va, parfait, c'est parfait. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qu'on a déjà reçu dans le passé, plusieurs reprises, je crois, qui est un agitateur, un éditeur, un militant historique, un homme parfois aux idées un petit peu originales sur tout un tas de choses et en tout cas qui est très apprécié dans notre milieu puisque nous recevons Georgine Maliarakis. Bonjour Georgine. Bonsoir Roland Elie, bonsoir Philippe Rambard. Très heureux d'être à votre micro. Nous sommes très heureux de vous avoir aussi. On se quitte plus là parce que dernièrement on avait un dîner avec vous, Georgine, sur le corporatisme qui était passionnant. Où j'ai été piégé à parler avec plaisir d'ailleurs de cette question de la corporation qui évidemment nécessite d'abord de clarifier le vocabulaire, de dire de quoi on parle. Tout à fait. De quoi on parle, parce que le mot corporatisme est souvent utilisé de façon très péjorative. En réalité, il s'agit d'abord de l'ordre naturel des choses et de la liberté des métiers, me semble-t-il, et surtout d'une idée qui est essentielle pour les idées que nous avons en commun, c'est la lutte contre la lutte des classes, en finir avec la lutte des classes. Quand on regarde les époques où cette idée de corporation, sous des formes très différentes, s'est exprimé en France, mais aussi dans d'autres pays, j'allais dire de l'Union européenne, bien avant l'Union européenne, c'est toujours pour réconcilier les membres d'un même peuple, les membres d'une même entreprise, d'une même communauté de travail, les réconcilier par rapport comment dirais-je, au souffle de haine et de division qu'a représenté l'agitation communiste au XXe siècle. Alors aujourd'hui, l'agitation communiste, mon Dieu, il y a toujours une agitation de la CGT. Sous d'autres formes. La CGT, c'est pas autre chose. Oui, c'est d'autres formes. On peut même dire aujourd'hui que c'est le Parti communiste, ce qu'il en reste, qui est une courroie de transmission de la CGT. Mais quand on veut faire des réformes en France, on se heurte à quoi? On se heurte à la CGT. Oui. Quand on parle du modèle social français, on parle de quelque chose qui est paralysé par la CGT. Et c'est vrai qu'il s'agisse de groupes comme EDF ou SNCF qui sont sclérosants, qui ne peuvent pas être réformés à cause de
la CGT. Donc, tout ça, c'était un peu vrai, même très vrai, jusque au fin du XXe siècle, début du XXIe. En cette année, depuis les années, tout le monde a oublié, et surtout depuis la grande dinguerie du Covid, c'est la CGT, la CFDT, c'est quand même les granrands abonnés absents de la lutte des luttes sociales. S'agissant de la Covid, sauf peut-être pas dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, non mais la Covid est une espèce de grande parenthèse. Oui, mais qui a accéléré plutôt les choses, mais notamment la déchéance de tous ces syndicats qui aujourd'hui, le nombre des gens syndiqués, c'était, je crois, 15%. C'est ridicule. Alors, ils avaient un poids que ça. Ils avaient un poids énorme, bien sûr, puisque c'était des syndicats représentatifs. Supposés représentatifs. Non, tout à fait d'accord avec votre objection, sauf que, par exemple, je crois que nous avons un président de la République qui, je crois, a imaginé... Il a le titre, en tout cas. Il paraît. Cet homme-là a imaginé, et il nous a bassiné avec une réforme des retraites. Oui, exactement. C'est pas rien, la réforme des retraites. Il me semble que ça a échoué à cause de la CGT. Tout le monde a oublié que la France a été bloquée du 10 décembre 2019 jusqu'au 20 mars 2020, c'est-à-dire plus de 3 mois. Oui, il y avait plus de 3 mois par une grève qui a été une des grèves les plus dures que la France ait connues depuis la dernière guerre mondiale. Oui. Et Moi, j'ai pas oublié, Roland, parce que j'ai eu le bonheur, je venais d'avoir une petite fille, donc la fille de ma fille, qui, pour des raisons, il fallait s'occuper d'elle. Et du coup, j'ai passé des moments merveilleux à m'occuper de cet enfant. Grâce à la CGT. Merci la CGT. Merci surtout l'impuissance. Merci l'impuissance de nos gouvernants. Tous les trains étaient bloqués. Mais c'était effrayant. Alors, dire que ces gens-là sont morts, les enterrer, c'est... Alors, revenons à la question... J'ai dit qu'ils avaient beaucoup moins d'importance aujourd'hui. Oui, d'accord. Ils meurent lentement. C'est une courbe asymptotique. Et je parlais bien, depuis cette grande dinguerie de la gestion de la Covid... Avant, effectivement, il y avait la France en grève. Ça avait succédé un peu aux Gilets jaunes. Et tout ça, ça a été balayé. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que c'est balayé ? Faudrait-il encore que les gens puissent s'exprimer aujourd'hui dans la rue pour savoir ? Bon, est-ce que c'est balayé ? Première question. Deuxième question. Quand on entend parler les autorités sanitaires en France, elles se fondent sur un modèle qui est l'hôpital public. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de l'hôpital public ? Qu'est-ce que c'est que cette conception, sinon des héritages du siècle précédent, de l'étatisme du siècle précédent ? Donc, je ne dis pas que, en toutes circonstances, la corporation n'est ni la solution, ni un idéal pour lequel les gens descendent dans la rue. Je remarque quand même qu'il y a une vraie question. Les autorités régionales de santé, qui sont l'architecture du système français. J'ai un modèle d'information extraordinaire, c'est les fiches Wikipédia. Regardez sur la fiche Wikipédia de quoi sont composés les conseils d'administration des agences régionales de santé. Aucun médecin praticien. C'est-à-dire que la profession, n'est-ce pas, est complètement esquivée en France par, en fait, Bercy. Et des gens et des médecins qui n'enseignent. Parce qu'il y a des médecins qui ne soignent pas. Ça existe. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un titre de docteur en médecine qu'on est un représentant de la profession. On les a beaucoup vus sur les plateaux de télévision depuis 2 ans. Voilà, d'accord. Alors, ce qui venait dire qu'il manquait de médecins dans les hôpitaux. Ce que je veux dire, par exemple, je ne suis pas en train de faire sa campagne présidentielle, d'autant qu'il n'est plus candidat, mais M. Juvin était quand même un tout petit peu plus crédible en tant que... je ne parle pas du maire de la Garenne-Colombe, qu'il est par ailleurs, mais en tant que, quand même, chef, c'est les services d'urgence de l'hôpital Pompidou. Il connaissait son métier. Sur le terrain. Et puis, il y en avait d'autres. Il y en avait quelques-uns. Il y avait une très grande différence entre les professionnels et les technocrates, les médiocrates, les gens des médias, etc. Autrement dit, il me semble quand même
que cette lutte des professions pour leur liberté, pour leur représentation, pour leur droit de s'autogérer. Par exemple, quand on parle des discothèques, les disques, j'y vais jamais, mais il me semble que les gestionnaires de restaurants, les gestionnaires de discothèques connaissent un tout petit peu mieux la réglementation que les bureaux de Bercy. Autrement dit, on peut se demander si l'existence de pouvoir... Enfin, voilà, c'est ça, la corporation, au vrai sens du terme, c'est de dire, bon, il y a un problème sanitaire, maintenant, au niveau des fédérations professionnelles, de l'hôtellerie, de la restauration, des discothèques, est-ce qu'on ne peut pas essayer de se mettre ensemble et regarder dans la crise récente. Dans la crise récente, on dit l'histoire des discothèques, c'est quelque chose de marginal, et je crois beaucoup à une chose que j'ai entendue, c'est que cette mesure odieuse, en fait, sur le fond, tout à fait odieuse et déprimante, a été prise pour montrer qu'on faisait quelque chose. Montrer, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, mais au l'effet d'annonce. Voilà, on peut pas dire qu'on fait rien. C'est la réponse qu'on m'avait donnée quand je m'étais, sur un autre sujet, interrogé sur l'utilité de la limitation des voitures à 80 à l'heure sur les routes françaises. On fait quelque chose. Je me dis, mais pourquoi ça n'a aucun sens? Et on dit, si, ça prouve qu'on fait quelque chose. Voilà, c'est ça. Et il y a aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est plus ou moins clivant, mais qui n'est pas clivant pour toute la France. Tous ceux qui ne conduisent pas se fichent complètement de la limitation de la vitesse à 80 à l'heure. C'est une comédie. Voilà. Et tous ceux qui ne vont pas en discothèque se moquent un peu, n'ont pas un grand intérêt pour les discothèques, effectivement. Donc, mais ça, c'est sur tous les échelons de la société. Voilà. Mais on le fait au détriment de certaines libertés Alors, l'idée corporative me semble être un homologue, par exemple, de l'idée régionaliste. N'est-ce pas, de dire... oui, enfin, quand je dis régionaliste, je ne suis pas en train de faire l'apologie du Grand Est. Je fais l'apologie d'un système où des régions où les gens se reconnaissent. Je veux dire, d'ailleurs, je ne connais même pas l'adjectif qui est... Plus les provinces que les régions, d'ailleurs. Non, mais... En fait, pour moi, les régions devraient prendre les noms d'anciennes provinces. Les provinces que déjà... Et ensuite, être... D'abord que les départements, ou au niveau même des arrondissements, choisissent à quel... je veux dire, c'est la fameuse question de Nantes en Bretagne. Ça a été... Alors, donc, pour en revenir, je ne connais même pas l'adjectif qui correspond au fait d'appartenir à la région Grand Est. Je connais des Alsaciens, je connais des Lorrains, je connais même quelques Champenois, et je les apprécie. Non, mais je ne connais pas de gens du Grand Est. Ce sont des Orientaux. Des grands Orientaux. Alors là, ça nous ramènerait au Grand Orient de France. Et on va pas... C'est un autre sujet. Mais ce qu'il y a de bien avec vous, Jean-Gilles, c'est qu'on est parti sur le corporatisme. Je rappelle juste à l'attention de nos téléspectateurs que Jean-Gilles Maliarakis a animé au début du mois d'octobre, le 9 octobre, si je me souviens bien, un banquet organisé par les Amis franciliens de Synthèse Nationale, dirigé par notre camarade Hugues Bouchu, sur justement le corporatisme à la suite d'un livre qui est sorti il y a quelque temps, qui s'appelle Pour un nouveau corporatisme, auquel ont contribué un certain nombre de gens, dont Jean-Gilles Maliarakis, Franck Buleux et un certain nombre d'autres. Voilà, donc c'était pour ce livre. Et alors, du corporatisme, on est passé à la CGT, au syndicalisme aux ennemis. Et ce qui était parfaitement une bonne liaison avec un livre que vous avez sorti récemment, il y a quelques mois. Je n'avais pas prévu que ce serait pas une liaison, oui. Oui, mais parfois les hasards font bien les choses. Que vous avez coécrit avec Charles Culbert, qui est un de vos vieux complices. L'éternel complice. Et l'éternel complice. La Terreur rouge, théorie et pratique. Et justement, là, on en arrive à la Terreur rouge. On parlait l'autre jour avec Patrick Goffman des trotskistes. Et là, aujourd'hui, on est en plein dans l'ensemble du communisme international dans ce livre. Alors, parlez-nous un peu de ce livre, édité aux éditions du Trident. Alors, d'abord, trotskiste stalinien, c'est pas la question centrale du livre, mais il faut la distinction entre trotskiste et stalinien est une distinction artificielle.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je rappelle juste que ce livre est sorti puisque en 2020, c'était le centenaire de la création du Parti communiste français. Voilà, bon, sorti à cette occasion. En réalité, donc moi j'écarte cette notion-là, car et Trotsky et Staline sont pour la terreur. Oui. Et en fait, bon, la partie que j'ai rédigée, qui est de montrer la justification théorique de la terreur et les racines historiques. Les racines historiques, la terreur, c'est d'abord la terreur jacobine. Hein. C'est d'abord le jacobinisme. Et je montre quand même, je montre qu'il y a un continuum même historique entre les robespierristes au XIXe siècle et les gens qui vont créer le marxisme. C'est-à-dire que vous avez des survivants, vous avez une société de robespierristes, etc. Et ce feu couve sous la cendre et s'empare du mouvement socialiste qui est autre chose. Mais ce qui est très important de voir, je crois, c'est le rôle d'un homme qu'on place toujours en second, qui est Engels. Marx lui-même, il avait beaucoup de défauts, mais il n'a pratiquement jamais justifié qu'on assassine qui que ce soit. Engels, si. Engels, c'est quand même la vie. Enfin, je veux dire, c'est des gradations. Engels, je crois, n'a revolvérisé personne, n'a guillotiné personne, mais il dit pourquoi la Commune de Paris échoue, pourquoi les 48 heures échouent, parce qu'ils sont trop gentils. Et oui, bien sûr. Ça, on a justifié beaucoup de défaites en disant que c'est parce que justement on n'avait pas été assez dur et assez sanglant et que si on l'avait été davantage, la plupart des gens qui ont perdu le disent. Quoi. C'est l'argument que donnait Georges Marchais quand on lui disait mais on a tué du monde à Budapest, etc. dans les cellules du Parti communiste. Il disait ouais, on a tué du monde, mais enfin on n'en a pas tué assez parce qu'on n'en serait pas là. Hein. Donc, c'est l'humaniste Marchais qui disait ça. C'est un peu le discours de Engels, qui est quand même d'abord le vrai fondateur du marxisme. C'est-à-dire, il est le fondateur de la Deuxième Internationale. Et l'inspirateur de Lénine, qui lui aussi, alors lui, non seulement il dit on n'a pas été assez méchant, mais il va le prouver. Il va le prouver. Autrement dit, c'est pour ça que dans l'illustration de couverture, on met Lénine entre Trotsky et Staline. C'est-à-dire que tout ça, c'est la même chose. Et ce à quoi nous travaillons justement avec mon ami... La grande différence, c'est que Staline voulait que progresse le communisme au sein de l'URSS uniquement, et Trotsky voulait une révolution mondiale. C'est ce qu'on nous a dit, mais c'est pas vrai. Non, je veux dire par là que vous avez raison, Philippe Randa. En effet, strictement, la divergence semble être sur ce terrain-là. En fait, il y a eu un premier volume que j'ai fait, c'était de présenter l'histoire du congrès de Bakou, qui est l'alliance avec les nationalismes musulmans, qui est l'origine de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire de dire... Soi-disant, c'est la religion, l'islam est la religion des opprimés, donc on est bien. Ensuite, il y a ce phénomène de la terreur rouge. Et troisième stade, celui d'étudier la filiation de Staline à Mao Tse-tung. À part que Mao Tse-tung a les yeux plus bridés que le caucasien Joseph Djougashvili. Il en est vraiment le successeur. Oui, dit Staline. Il en est vraiment le successeur en ce sens que Staline n'a jamais perdu de vue l'idée d'une conquête mondiale. Simplement, c'est par étapes. La différence affichée entre le trotskisme, qui se veut en effet un mouvement avant tout planétaire, etc., et Staline, c'est que Staline fait un effort d'armement colossal, qui, par exemple, est complètement en place. Alors, c'est le troisième volume que nous allons faire avec Charles Culbert, c'est de montrer comment et Staline et Xi Jinping aujourd'hui, car tout ça, c'est pas uniquement de l'histoire ancienne, c'est en train de se faire avec la Chine communiste d'aujourd'hui, remarxisée complètement
et officiellement par Xi Jinping, son but est un but de conquête. Bien sûr, il est chinois. Et alors ? Il est chinois, mais en même temps, c'est la négation totale de la culture chinoise, le système communiste chinois. Pour nous, on les voit à des milliers de kilomètres. Alors on dit, ah bah oui, c'est à la limite, vous êtes en train de me parler du péril jaune. Mais pas du tout, je vous parle pas du péril jaune, je vous parle du péril rouge. Et je vous parle de gens qui ont en tête l'idéal communiste et qui ont en tête une conquête mondiale. Et quand ils parlent, par exemple, de route de la soie, écoutez, il y a eu un magnifique documentaire sur Arte, qui n'est pas spécialement une production de droite ni américaine, où on voit ce que c'est que la route de la soie, c'est la conquête de l'Asie centrale, tout simplement. La conquête. Mais au nom des idéaux communistes ou au nom des idéaux patriotiques des Chinois ou des Russes? Est-ce que c'est leur chose ou est-ce que c'est vraiment le communisme? Cette aberration économique qui a échoué partout. Comment des gens peuvent intelligents? Et Xi Jinping n'est pas un idiot. Non, enfin bon, là on peut se servir. On est en train de commenter un bouquin qu'on n'a pas encore publié. Mais on peut se servir du communisme pour arriver à des fins, mais de là à y croire. Ah ben je crois sérieusement. Après tous les échecs du communisme. J'observe, cher Philippe Randa, que vous n'êtes toujours pas communiste. Mais je vais pas essayer de vous guérir. Ils sont persuadés que l'économie politique de Marx, c'est la vérité. C'est-à-dire que en deux mots, le monde progresse par une accumulation de capital. C'est ça, Das Kapital. Il faut savoir aussi que Marx n'a jamais terminé son bouquin, c'est Engels qui l'a terminé. Le monde progresse par cette accumulation et par le progrès technique, et que quand on représente le progrès et la raison, on doit conquérir l'univers. D'accord ? Ils en sont persuadés. Mais je n'invente rien, lisez les textes de Xi Jinping. Il le dit d'une façon, avec une clarté, une conviction, une froideur admirable. Et personne n'y fait attention parce qu'on dit, effectivement, comme vous dites, ça a échoué partout. Donc, ça continuera à échouer. J'espère que ça va échouer dans la conquête du monde, mais n'empêche qu'ils en ont très envie. Alors, vous nous parlez de la conquête du monde nouvelle par les communistes, et vous avez aussi publié un autre livre qui s'appelle « La fossile et le croissant, islamisme et bolchevisme au congrès de Bakou ». Toujours aux éditions du Trident. Oui, c'est un petit titre provocateur. Parce qu'il nous reste quelques minutes. Parlez-nous de ce livre. C'est l'origine de l'islamo-gauchisme. Le congrès de Bakou, c'est quoi ? Le congrès de Bakou, c'est quand d'abord ? Bakou, c'est en septembre 1920, après ce qu'on appelle le miracle de la Vistule, c'est-à-dire l'armée rouge est arrêtée en Pologne, en août 1920. Que décide l'internationale communiste ? Elle décide de se réinvestir sur les peuples de l'Orient, puisqu'elle échoue en Europe. Elle échoue en Pologne, elle échoue en Hongrie, elle échoue en Allemagne. Donc, elle décide d'avoir cette stratégie de s'allier avec ce qu'il y a de plus barbare dans le monde, de plus contraire en apparence à l'idéal scientifique du marxisme, qui est l'islamisme. Il y a un merveilleux film que je vous recommande qui s'appelle Reds, qui raconte la vie d'un homme qui s'appelait pas Red, mais John Reed, qui est cet Américain qui s'est mis au service du Comintern et qui est au congrès de Bakou et qui fait un procès, qui invente l'impérialisme américain à une époque où les Américains, eux, apparaissent comme des adversaires du colonialisme. Ils disent non, beaucoup plus méchants encore que les Anglais, parce que pendant très longtemps, pour le communisme mondial, les très méchants, c'est les Anglais, les très stupides sont les Français qui suivent les Anglais, et les Américains ne deviennent vraiment méchants qu'en 1947, dans la littérature communiste. Il faut lire les collections de l'Humanité. C'est même pas au lendemain du discours de Truman. Le discours de Truman est en avril 1947. C'est en juillet 1947. Maurice Thorez parle de nos amis américains, parle encore de nos amis américains, qui sont les alliés. Les méchants, c'est les Anglais. Ça, je pense qu'en France, on est habitué à ce raisonnement. Les très méchants, les Anglais, c'est vraiment, ça a toujours été depuis Jeanne d'Arc. Bon, alors donc ils ont cette idée-là. Et le congrès de Bakou, c'est faire appel à des gens qui sont
Je vous dis, il faut aller voir ce film qui est très, très amusant, amusant, qui est assez terrifiant, où on voit des types qui, à un moment donné, Zinoviev, qui est le président de l'Internationale, appelle à la guerre sainte, appelle au djihad. Et à ce moment-là, dans la salle, se lève tout ce qu'il y avait de caucasiens barbus terrifiants, il faut le reconnaître, qui, avec leurs tromblons, leurs machins, et qui applaudissent à tout rompre Zinoviev, qui parle du djihad. Hein, c'est l'idée. Alors, bien entendu, entre 1920 et nos jours, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. Il y a des choses qui sont... que vraiment les communistes soviétiques à l'époque, Zinoviev, ils ne croyaient pas que c'était des compagnons de route, les musulmans. Mais bien sûr que si. Ils ne pensaient pas... C'était non seulement des compagnons de route, mais c'était les troupes de choc. Troupes de choc, oui. Dans son esprit... Les capitalistes qui pensaient que les musulmans étaient imperméables au marxisme. C'est pour ça qu'ils les ont fait venir, d'ailleurs. Imperméables au marxisme, on peut le dire. C'est ce qu'ils croyaient, en tout cas. Mais pas au léninisme. Peut-être pas au léninisme. Voilà, c'est ça l'idée. Ils n'étaient pas du tout imperméables au léninisme. Non, mais c'est ce que pensaient c'est ce que pensaient. Voilà, on n'a pas trop là des années 60 qui a fait venir en disant comme ça on va enrayer la CGT. Voilà, on en revient toujours au même. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'était ça, déjà, un peu entre autres, une de leurs motivations. Exactement. Alors, chers amis, écoutez, Jean-Gilles, c'est toujours passionnant quand on vous reçoit. On a toujours plein de choses à dire. On pourrait faire des émissions de 5 heures. Et malheureusement, l'heure passe vite et il va falloir que nous recevions notre deuxième invité. C'est un plaisir aussi, d'ailleurs. Alors, je rappelle vos 2 livres là. La Terreur rouge, théorie et pratique, que vous avez écrit avec Charles Culbert, et la fossile et le croissant, islamisme et bolchevisme au congrès de Bakou, c'est d'actualité finalement, et tout cela, ces 2 livres ont été édités aux éditions du Trident. Je pense que quand le prochain livre sortira, nous aurons l'occasion d'en reparler. On viendra avec plaisir. Et c'est vraiment, j'incite aussi nos téléspectateurs à consulter régulièrement le site L'Insolent, qui est entretenu à peu près tous les 2 jours, tout à peu près, régulièrement en tout cas, oui, très très régulièrement. Vous donnez vos positions sur l'air du temps, sur les élections, sur la politique internationale et tout ça. Donc lisez le site L'Insolent, l'insolent.fr je crois. Hein, absolument, et vous retrouvez aussi d'ailleurs la possibilité d'acheter les livres dont nous avons parlé, puisqu'ils sont tous en lien sur L'Insolent, et le site animé quotidiennement par Jean-Gilles Maliarakis, qui organise aussi régulièrement des repas à Paris. Vous verrez toutes les indications sur l'Insolent, et si vous pouvez y assister, c'est toujours un plaisir d'y être et on apprend toujours énormément de choses. Merci Jean-Gilles et à très bientôt, j'espère. Merci Roland. Merci. Merci camarade Philippe et à bientôt. Alors nous nous retrouvons pour la seconde partie de cette émission, après le bon moment que nous venons de passer avec Jean-Gilles Maliarakis. C'est intéressant moment, surtout, pour parler de ses différents ouvrages et parler de la collusion entre le marxisme et l'islam. Aujourd'hui, pour cette deuxième partie, là, nous recevons un autre ami de longue date qui nous fait le plaisir d'être à Paris aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs militantes, puisque vous animez, je crois, un banquet, enfin là, l'émission évidemment est en différé, mais un banquet très prochainement. Vous assurez des séries de réunions à Paris, dans le cadre de votre organisation Les Lansquenets d'Europe. Nous recevons Gabriel Adinolfi. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, bonjour. Gabriel Adinolfi, c'est une légende. C'est une légende dans le mouvement national français. On va rappeler un petit peu vos rapports un petit peu avec la France. Vous êtes un militant nationaliste révolutionnaire italien. Dans les années 80, vous avez été, on vous a accusé de choses très méchantes pour lesquelles d'ailleurs vous n'étiez pour rien. Et vous avez été obligé de vous exiler en France pendant plus d'une vingtaine d'années. Hein. Mm-hmm. Vous avez raconté tout ça dans un livre remarquable qui s'appelle Années de plomb et semelles de vent. Édité il y a une dizaine d'années, 5-6 ans maintenant, à Synthèse Nationale. Voilà, vous pouvez le trouver sur le site synthèseédition.com. Et donc vous avez, et puis vous êtes retourné, vous avez pu rentrer en Italie. Alors je vous épargne tous les détails
les différentes péripéties que vous avez subies pendant toute cette période. Acquitté évidemment de toutes les accusations. Vous avez été acquitté évidemment de toutes pas de toutes. Inculpé pour des liens idéologiques. Oui. Vous êtes toujours accusé de reconstitution d'un parti oui, dissous. C'est pas tout à fait reconstitution, mais pareil, ici, la condamnation associative pour des délits d'opinion est tombée en prescription, mais je suis condamné. Je me permets juste de raconter un petit passage de votre livre que vous racontez, vous expliquez c'est la justice italienne. On parle souvent de la justice française, mais la justice italienne, c'est quelque chose. Alors, je me trompe peut-être dans les dates de quelques années, mais enfin donc à la fin des années 90, vous êtes arrêté en Autriche. Vous passez, la police italienne, un commando de la police italienne vient vous arrêter en Autriche. Vous êtes non, les Autrichiens. Les Autrichiens, c'est vrai. Bref, vous vous retrouvez en Italie en prison. Vous passez en tribunal pour ce dont on vous reprochait. Évidemment, vous êtes blanchi de tout ce qu'on vous accusait quand même d'avoir organisé des attentats qui avaient tué plusieurs dizaines de personnes. Non, là, c'était de Roldap. Oui, enfin, les attentats, je n'ai jamais été accusé des attentats. Oui, voilà. Enfin, bon, tout ça était lié à l'époque des années de plomb. Enfin bon, tout ça est raconté dans le livre. Et là, vous sortez du tribunal donc libre. On vous dit il faut revenir la semaine prochaine parce que là, il faut que vous passiez pour reconstitution d'un parti interdit en Italie depuis quelques décennies. Et là, vous préférez revenir en France de manière à éviter de vous retrouver. C'est pas tout à fait ça. Je simplifie les choses. Non. Alors allez-y, racontez-nous parce que vous êtes mieux placé que moi pour le raconter. C'est pas tout à fait ça. J'avais une condamnation pour délit de association subversive, on l'appelle comme ça, et pour conspiration contre le pouvoir de l'État, ce qui est quand même assez ridicule pour un groupe de 300 personnes de 20 ans. Oui. Et tous les autres délits avaient été sont tombés. Toutes les autres accusations sont tombées parce qu'il n'y avait rien. Par contre, une condamnation idéologique, c'est facile à donner. En plus, la sentence avait été émise avec... le procureur avait dit qu'il n'y avait rien de concret contre nous, mais à cause de notre mentalité, nous représentions un danger du danger. Donc, il fallait nous condamner pas pour ce que nous n'avions pas fait, mais parce que nous aurions pu le faire dans le futur. Voilà, très ça. Alors, comme ça, on a pris cette condamnation idéologique. Ouais. En Autriche, je suis arrêté, et puisque, comme ça arrive souvent pour les gens qui sont en cavale, etc., on essaye de trouver, de lui laisser des délits pour lesquels c'est plus facile d'être extradé. On me demande une extradition pour une complicité morale dans un hold-up. Ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est une complicité morale dans un hold-up ? Alors, la justice autrichienne refuse mon extradition sur toute la ligne, sauf pour le procès pour l'hold-up. Donc, je suis extradé en Italie. Je gagne mon procès, acquittement complet. Le procureur ne fait même pas appel, donc c'était parce que c'était absolument. Mais c'était parce que je m'étais renseigné. Parce que à ce moment-là, tu sors de prison, tu es tranquille. Si tu ne le sais pas, tu restes 45 jours dans ton pays, tu acceptes automatiquement d'être comme si tu étais extradé toi-même. Donc j'ai dû partir pour ne pas être allé en prison pour le délit pour lequel la justice autrichienne avait refusé l'extradition. Donc vous êtes retrouvé quelques années en France et dans la clandestinité toujours. Je dois dire que, puisque c'est un secret pour personne, nous sommes amis depuis très longtemps, et je me souviens de toutes ces années où vous étiez quand même obligé de prendre des précautions fréquemment pour éviter de vous retrouver dans une situation peu enviable. Voilà. Et ça a été quand même une expérience assez singulière que peu de gens, j'aurais presque à dire heureusement, ont connu, mais ce passage de votre vie vous a donné aussi une certaine aura dans le milieu nationaliste et nationaux et non conformiste en France, et vous avez ainsi pu prendre des positions parfois originales, enfin en tout cas toujours élaborées, et une grande connaissance de la France et de l'Allemagne, de l'Italie.
l'Italie et de la France. Oui, Dans toutes ces années de clandestinité. Et un peu de l'Espagne. Oui, et de l'Espagne, bien sûr, puisque un réseau s'était créé, parce que vous n'étiez pas le seul dans ce cas-là. Je me souviens quand dans les années 80-90, il y avait un certain nombre de camarades italiens qui étaient dans la même situation que la vôtre, et certains étaient allés en Espagne, au Canada, un petit peu partout, je crois, enfin je me trompe peut-être, ou en Angleterre même aussi, oui. Et voilà. Et il a fallu attendre le début des années 2000 pour que tout ça soit enterré. Oui, ça a mis 20 ans, oui. 20 ans, ouais. Votre retour triomphal à Rome. Ben, c'est pas... si, il faut le dire quand même. Non, mais on confond. Non, mais je vous connais, je sais. Mais non, on confond. Je sais que vous êtes quelqu'un. Je sais que vous êtes quelqu'un. Là, c'est des campagnes électorales, on confond les choses. Bah oui, vous êtes arrivé, votre arrivée à Rome, on la retrouve sur les documents, je vais pas dire de l'INA, mais enfin, on la retrouve facilement sur YouTube. C'était quand même assez original. Disons que c'était un retour assez spectaculaire, voilà. Où des centaines de militants étaient venus vous accueillir à l'aéroport, et votre retour sur la capitale romaine, la capitale italienne, c'était quelque chose. Voilà. Mais enfin, si vous êtes là aujourd'hui, on va pas refaire l'histoire. C'est parce que très prochainement, on va sortir un petit livre qui a été élaboré. Enfin, en tout cas, vous nous l'avez présenté à l'occasion de l'université d'été des Lansquenets qui a lieu tous les ans à la fin du mois de juillet dans le sud de la France. Et au cours de cette université d'été, qui rassemble des responsables et des militants venus des quatre coins de l'Europe, et même d'ailleurs, et vous avez présenté un petit peu un positionnement par rapport à la fois à la crise sanitaire, à la fois à la maladie. Enfin, voilà, vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Pas la maladie. Vous allez nous expliquer tout ça. Non. Mais tout ça pour dire que cette brochure qui est sortie en Espagne il y a maintenant quelques semaines, qui est sortie en Italie, en espagnol, en italien, va sortir en français, donc dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, aux éditions Synthèse. Aux éditions Synthèse nationale. Qui s'appelle Des anticorps vite, c'est ça? Qui s'appelle Des anticorps vite. Le titre, des anticorps vite. Oui, des anticorps vite. Voilà. Et donc en fait, c'est pas sur le Covid en lui-même, mais sur l'après, ce qui va se passer après cette crise. En fait, c'est bien complexe comme approche. J'essayais de voir la situation à laquelle nous nous trouvons et quels sont les changements qui auront lieu par rapport aux relations internationales et les changements qui ont lieu dans notre tête. Mais surtout, ce que j'essaye de faire, je vais beaucoup contre-courant par rapport à la logique de gens qui s'opposent en disant c'est la dictature, on nous empêche de vivre, tout le monde va nous contrôler, le vaccin va nous contrôler, le vaccin va nous contrôler. J'explique que ce n'est pas la dictature, mais c'est la tyrannie. Et la tyrannie, c'est la démocratie. Donc j'explique que c'est exactement l'aboutissement de la quintessence de la démocratie. Donc c'est pas parce que nous avons... Quintessence, pardon. Ce n'est pas qu'il faut se rebeller à la dictature, qui est un bon mot, parce que c'est une très bonne... au sens romain du terme. Ouais, ça va tout à fait. Alors que la tyrannie est toujours sortie de la démocratie. La démocratie est logiquement, même historiquement, est exactement celle-ci. Et que, de toute façon, nous vivons... disons, cette époque de la masque, c'est simplement un tout petit peu... on met la masque sur le visage, mais ça tombe un tout petit peu la masque par rapport à la fiction qui accompagne les structures du pouvoir démocratique. Alors, ça va changer beaucoup de choses dans la logique de la représentation. Mais tout ce qui est en train de se vérifier, sur lequel les gens réagissent, ou certains gens réagissent, ça ne se vérifie pas maintenant. La plupart des choses sur lesquelles les gens ont peur par rapport au contrôle qui devrait arriver sont déjà là depuis 21, 22, 23 ans. C'est la force, disons que c'est l'avancement de la technologie dans une logique qui est à la fois antitraditionnelle, démocratique, etc., qui mène tout ceci. Et donc, je fais bref, parce que c'est beaucoup plus long, je le vois même du point de vue spirituel, du point de vue philosophique, du point de vue économique, donc et géopolitique, donc c'est assez vaste.
Mais en faisant très bref, il faut quand même commencer à réfléchir sur une chose fondamentale. C'est-à-dire que tous les cinémas qui a toujours accompagné toute la démocratie et qui relèvent de l'excitation générale pour pouvoir exprimer une sensation, un sentiment pour déléguer à quelqu'un le fait de nous représenter et de résoudre nos problèmes, aujourd'hui n'a plus de sens. C'est-à-dire que c'est le régime parlementaire qui n'a plus de sens puisque les élus ne représentent plus rien finalement. Ils n'ont jamais représenté rien d'après moi, ou presque, mais ils représentent moins encore. C'est-à-dire, en réalité, la démocratie a toujours été le masque de l'oligarchie. La démocratie a toujours été la pression de tout ce qui est inférieur dans la nature humaine contre tout ce qui est positif dans la nature humaine. Seulement, dans la démocratie bourgeoise, les régimes libéral-démocratiques ont été moins radicaux dans leur représentance démocratique. Par rapport à ce qui est la démocratie, même de l'Antiquité, par rapport à ce qui était la démocratie en France, au moment de la Révolution française, par rapport à ce qui était la République à Athènes, par rapport à ce qui était la République à Thèbes, par rapport à ce qui a risqué d'être la République à Rome la démocratie à Rome pendant un certain temps très bref, qui était heureusement écrasé. Le communisme est beaucoup plus démocratique que le libéralisme, attention. Alors aujourd'hui, on vit dans un système global qui est démocratique et qui donc il est économiquement libéral, mais il est mentalement communiste parce qu'il est beaucoup plus démocratique par rapport à avant. Alors la question principale, c'est qu'aujourd'hui, mais quand on dit aujourd'hui, on peut s'en apercevoir parce qu'il y a eu une accélération dans la nécessité de changer, que le processus change d'étage, change de vitesse pour plusieurs raisons, géopolitiques, sociologiques, économiques, de toutes sortes de raisons. Mais ce qui se passe, c'est que, évidemment, notre société aujourd'hui a perdu presque toutes les relations internes qui étaient, par exemple, tous les corps intermédiaires. Concrètement, oui. Pouvez-vous nous fournir des exemples concrets? Oui, je veux dire, ça remonte, ça a commencé avec la Révolution française, évidemment, mais ça continue. Il n'y a pas de corporation, il n'y a pas de catégories, il n'y a pas les gens sont de plus en plus massivement seuls, ce qui permet à toutes les minorités d'être écrasantes. Parce que quand on se met d'accord à 3, on peut s'imposer sur 10 000 parce que chacun de 10 000 est seul. Puis il n'a plus de pouvoir de... C'est ce qui a accentué un peu la crise du Covid, le confinement d'abord, le simple fait de porter un masque qui empêche les relations sociales, le télétravail, petit à petit, ça isole tout le monde. Mais d'après moi, ça c'est bien. Pourquoi? Ça n'a pas accéléré les processus. Ça donnait l'impression à certaines de vivre dans une situation particulièrement négative. Donc ça, c'était révélatoire. C'est ça ce qui est bon, qui est positif. Alors, quand les gens vont revenir au normal, c'est-à-dire à ce qui était il y a 2 ans, à part qu'ils ne viendront jamais à ce qu'il y a 2 ans, ils se trompent largement, parce qu'il y a 2 ans, c'était pas normal, c'était une science-fiction. Alors, ce qu'il faut faire, c'est un travail sur soi, donc un travail existentiel et philosophique. C'est un travail pour reprendre le centre sur soi-même et pour organiser, je parle de révolution créatrice et contre-subversive, organiser, les catégories, remplir les espaces, sacraliser les espaces, recréer un mosaïque avec beaucoup d'autonomie de base dans la société. Parce que... en fait, c'est une sorte de survivalisme, non pas, non, pas du tout, au fond de la forêt, mais au sein de la société. Pas du tout. Survivalisme, je suis tout à fait contre. Non, je parle dans l'idée, mais au sein de la société et non pas au sein de la forêt, quoi. Si, mais c'est pas le survivalisme. C'est c'est comment dire, pour moi, c'est comment remettre... C'est le cosmos sur le chaos. Le chaos, c'est désordonné, mais c'est très organisé.
ce que nous disons, même mythologiquement, le chaos est désordonné, parce que ne peut pas être autre chose que désordonné, mais il est très organisé. Donc nous vivons dans une société, dans une époque chaotique. L'alternative au chaos, ce n'est pas je me cache dans ma forteresse, c'est je recrée le cosmos. Mais recréer le cosmos, on le fait par l'action directe. L'action directe, il ne veut pas dire l'action directe des gauchistes qui tirent. L'action directe, ça veut dire un crin. Donc concrètement, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que les gens peuvent faire concrètement pour remédier à ce qui est en train de se passer? Les gens ne peuvent rien faire, pour commencer. Parce que les gens ne vont rien dire. Toute l'histoire est une histoire comment dirais-je, est faite par des confrontations par des minorités organisées. Alors déjà, il faut qu'une minorité soit consciente de ce qu'elle est et soit organisée. Donc il y a un travail à faire qui est beaucoup plus avant. C'est pas les gens comme ça font un truc qu'un autre. Mais bon, je veux dire, je fais des exemples importants. Les exemples importants, c'est que je fais 2-3 exemples qui sont assez simples. C'est-à-dire, par exemple, il y a de conditions qui empêche souvent d'avoir accès au crédit, parce qu'il y a des logiques, quoique aujourd'hui c'est un peu plus souple, mais des logiques qui ont été mises par la Banque de réglementation internationale, par lesquelles finalement ceux qui ont besoin d'argent ne peuvent pas l'avoir. Et ça, c'est contournable. Ça, c'est une des raisons qui cassent les entreprises, les petites entreprises. Ça, c'est contournable, non parce que votons pour Tartampion ou Tartampionnette pour qu'ils puissent changer la donne, parce que ni l'un ni l'autre n'auraient jamais le pouvoir de le faire. Mais on peut le faire en organisant, par exemple, le PME pour qu'il crée le PME. Pour qu'elles créent leur propre société financière, qu'elles ont le droit d'arriver au crédit. Et ce n'est pas une chose qui ne se fait nulle part, parce qu'il y a plusieurs pays africains où ça se fait. Donc c'est un exemple de cours. C'est ce qu'en fait on avait appelé les microcrédits pour les Africains. Oui, mais je le vois plutôt à niveau de catégorie. Encore une autre chose, par exemple. De doubler le système bancaire pour avoir son propre système de financement interne, quoi. Mais non, oui, mais pas interne dans le sens pour ma secte ou pour mon parti ou pour mon groupuscule. Je parle de catégorie sociale ou de catégorie locale ou de mairie. Autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple, aujourd'hui, bon, vous voyez, avec le problème de la retraite, on arrive à la retraite toujours plus tard, on n'est pas sûr d'avoir la retraite, on commence à couper l'assistance sanitaire. On est sûr de l'avoir, mais on ne sait plus quand. On ne sait plus quand, et puis on commence à couper l'assistance sanitaire. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, par exemple, il y a des cas de coopératives socialistes de la fin du 19e siècle qui expliquent carrément qu'on peut faire. On peut créer des assistances mutuelles. Alors, si on commence à organiser de pouvoirs qui sont pas qui occupent les places qui sont vides, on rentre dans une dialectique importante, parce que en fait, les hommes politiques qui sont qui sont rien. Les hommes politiques aujourd'hui soit ce sont des narcissistes et des narcissiques carriéristes. Non, mais ça ont toujours été. Mais je veux dire, soit c'est des narcissiques et de showmen, soit ce sont de médiateurs, parce que ils médient parmi certaines forces. Et pour médier parmi certaines forces, il faut que les forces existent. Donc, s'il n'y a pas de force sociale organisée, on ne peut pas médier vis-à-vis d'elles. Les syndicats ne représentent plus rien, ou presque. Pourquoi? Bon, pour beaucoup de raisons. Parce que c'est plein de gens qui sont pourris, parce que c'est bureaucratisé, parce que tout ce qu'on veut, mais aussi parce qu'ils n'ont plus de pouvoir de chantage. Par rapport, disons, logique précédente, par rapport au patron. Ils ne peuvent pas le faire, parce que les choses qu'ils peuvent faire, c'est favoriser
On en parlait tout à l'heure avec Jean-Gilles Valiarakis. Ils ont toujours un pouvoir de nuisance entre guillemets. Et l'exemple le plus flagrant, c'est celui que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui est arrivé juste avant la crise sanitaire. Ça a été le blocage pendant 3 mois de la France dans le cadre de l'action de la CGT, du principal syndicat français, contre la réforme des retraites qu'envisageait de faire le gouvernement. Donc là, ils ont encore un pouvoir, mais au niveau surtout, alors peut-être pas dans les petites et moyennes entreprises, mais au niveau surtout des grandes entreprises nationalisées en particulier, comme la SNCF ou d'autres. Voilà, c'est un bémol. Mais je ne suis pas d'accord. Je vous explique pourquoi je ne suis pas d'accord sur cette Expliquez-nous, Gabriel, expliquez-nous. Parce que ce sont des batailles de résistance qui servent simplement à ralentir la tendance qui s'effectuera quand même et à un prix majeur. Il n'y a pas d'alternative, parce qu'on ne crée pas d'alternative. Donc notre problème en général est que nous sommes trop habitués à espérer que quelqu'un d'autre nous sauve. Et ce qui est faux. Et en plus, on continue de vivre dans une logique très fermée, parce que chacun vit dans son propre pays, dans sa propre langue, et avec ces 4, 5 ou 6 éléments dans la tête. Il ne voit pas la connexion. Il ne voit pas le rebondissement. Il ne voit pas que parfois, prendre une position forte sur un truc signifie l'affaiblir. Comme ça arrive souvent, parce qu'il n'y a pas de logique domino, parce qu'il n'y a plus de politique, parce qu'il n'y a plus d'harmonie, et il n'y a plus de conscience ni de la force, ni de ce qu'on est. Alors je pense que ce qu'il faut faire, ce sont beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire d'abord s'informer, qui ne veut pas dire avoir une doctrine, enfin c'est important, mais ça veut dire avoir une doctrine... dogmatique. Ça, être pragmatique, je suis d'accord, mais ça ne veut rien dire, parce que tout volet est pragmatique. Ne pas une valeur en soi. Je dis ne pas être dogmatique. Hein? Ne pas être dogmatique. Non, pragmatique, ce n'est pas dogmatique, c'est vrai. J'ai compris, pragmatique. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on connaît par cœur un livre, 2 livres, 3 livres, ou un film, ou on est amoureux d'un truc, qu'on est formé. La formation est autre chose. La formation, ça fait partie aussi de choses que j'essaye d'animer. Que j'anime. Je pense que je considère de pouvoir essayer de mettre en route en 2022. Vous animez au sein de votre mouvement Les Lansquenets. Non, si et non, parce que le Lansquenet, ce n'est pas vraiment un mouvement. Le Lansquenet, c'est une espèce de fratrie générale. Mais j'anime beaucoup de choses qui se lient entre elles. Parce que Palaris à Rome. Oui, ce sont centres d'études, initiatives culturelles, initiatives sociologiques, etc. Et donc, je suis en train d'essayer de monter, je suis en train de monter, pas d'essayer de monter, une académie européenne, oui, qui peut se faire même à distance, etc., avec de formations qui ne soient pas neutres, dans le sens qu'il y a quand même une base et philosophique, essentielle dans l'approche, mais qui mène à la conscience concrète, réelle de matière faite par des professeurs universitaires, de la matière économique, économie, finance, robotisation, sociologie du pouvoir, etc. Et de manière de pouvoir savoir de quoi on parle, parce que souvent on parle de ce qu'on imagine, mais on ne parle pas de ce qui existe. Alors, il faut changer toute la mentalité politique dans le passant de l'espoir, de l'attente de quelques élus qui pourraient faire on ne sait pas quoi et on ne sait pas comment, par le fait de pouvoir monter de toute manière des choses qui sont à la fois libératrices et qui créent des pouvoirs et des contre-pouvoirs, et aussi d'avoir une mentalité qui peut se devenir pragmatique, mais en voyant tout l'ensemble. Alors, j'insiste, il y a un futur important pour les catégories sociales, y compris pour les catégories des travailleurs. Je ne vois pas la raison pourquoi il ne devrait pas y avoir. Et même techniquement, bon, ça se rappellera comme ça, mais c'est un futur, surtout aujourd'hui, qui pourrait avoir la tendance à être corporatif. Tout à fait. Mais les syndicats en tant que tels, celles que nous avons connus depuis le trade union jusqu'à il y a quelques temps, ce sont aujourd'hui ne sont rien d'autre que de boutiques parasitaires à perdre. Alors vous ne serez pas d'accord avec moi, mon cher Gabriel, parce que vous n'êtes jamais d'accord avec moi. Bon, si on résume un petit peu quand même. Le XXe siècle s'est arrêté avec le Covid. On est passé au XXIe siècle, il y a des nouveaux enjeux, il y a des nouvelles réalités. Vous essayez de créer
Et il dit oui, il dit non, il sait pas. Non, je suis pas d'accord. Et Non, il est pas d'accord, c'est pas grave. Vous essayez de créer un think tank, quelque part, c'est ça, je n'aime pas beaucoup le mot, enfin on va employer ce mot pour faire simple. C'est un mot que tout le monde connaît aujourd'hui. Grâce au lance-connaît d'Europe, vous allez, et c'est ce que vous faites, et quand vous éditez, quand nous collaborerons ensemble pour éditer, par exemple, votre livre sur ce que nous venons de traverser, mais aussi, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans d'autres pays européens, c'est un petit peu créer une base de travail pour les militants et pour les organisations qui existent, et ça, c'est important. Alors après, chacun en fait ce qu'il veut, mais je crois que c'est un petit peu le sens de votre combat que vous menez, et avec beaucoup d'acharnement. Ouais. Et de la réussite aussi, puisque j'ai eu l'occasion personnellement de me rendre compte il y a quelques semaines, puisque nous sommes allés ensemble à Madrid à participer à une réunion où il y avait là des représentants des différents pays européens, une belle réunion, il y avait beaucoup d'Espagnols aussi qui étaient là, et c'est un petit peu le sens donc du combat que vous menez avec les lance-connais d'Europe, n'est-ce pas? Oui, voilà. tout à fait. Alors on est d'accord, voilà. Sur ça, on est d'accord. Sur les Covid, moins. Parce que je ne pense pas que ce soit le Covid qui a changé la donne. Non, mais le monde s'est changé. Il y a toujours un moment où le monde change. Non, je crois... Oui, mais je pense que le monde change parce qu'ils ont changé le rapport de force. Donc ils changent parce que l'Occident s'est rangé tout seul, s'est fait manger par toute la logique de l'école de Francfort, parce que les États-Unis sont une très grande puissance encore, mais sont faibles intérieurement, parce que la Chine est rentrée dans le jeu, parce que le jeu international se change, et parce que l'Europe, qui était exsangue, en même temps est obligée de devenir une puissance. Eh bien, donc, vous avez employé le mot auquel on voulait arriver. Ça a changé. Vous avez dit l'Europe change, le monde change. Voilà. Donc, on est finalement d'accord. Ouais. Presque. Voilà. Gabriel, merci en tout cas d'être venu nous expliquer tout cela. Nous aurons sans doute l'occasion de reparler de tout le travail que vous faites. Vous venez régulièrement à Paris, vous organisez, enfin vos amis de l'Institut Europe et des lance-connais d'Europe organisent des réunions auxquelles les gens sont invités à participer. Vous avez un site qui s'appelle Voxener, vous avez Voxener.com. Voxener.com, d'ailleurs, où les gens peuvent les consulter. Voilà, chers amis, et puis à très bientôt pour une nouvelle émission sur TV Liberté, émission Synthèse. Merci. Merci.